rapport de laboratoire document pour se préparer à un examen de laboratoire. Ça peut aussi aider à un laboratoire. Alors, j'ai pris comme exemple euh, de trouver en fait la relation entre deux variables. Ces deux variables sont la masse et le poids. Donc, c'est pas important de comprendre, c'est sûr que la notion de masse et de poids, nous l'avons vu en quatrième secondaire, mais en fait, c'est de garder en tête que nous avons deux variables. Elles peuvent s'appeler vergence, hauteur de l'image, vitesse, distance, etc. Mais j'ai choisi masse et le poids. Alors, le but, nous avons une formulation qui commence par un verbe à l'infinitif et souvent c'est déterminé. Donc, c'est le mot déterminé. C'est sûr que dans un contexte d'examen de laboratoire, c'est le mandat qui va vous inspirer le but. Le but n'est pas directement donné, par contre, il ressort assez clairement. Donc, il ressort vraiment du mandat et ça vous permet en fait de formuler le but. Vous avez par la suite l'hypothèse. Dans certains laboratoires, il n'y a pas d'hypothèse. Par exemple, dans un laboratoire de chimie, pour lequel vous devez calculer juste une valeur, par exemple une valeur d'énergie, une valeur de vitesse de réaction, etc. Il n'y a rien à comparer à ce moment-là. À ce moment-là, il n'y aura pas vraiment d'hypothèse. Alors ici, comme nous avons deux variables, la masse et le poids, alors on peut passer à l'hypothèse suivante. En fait, les hypothèses peuvent être vraies ou fausses. Par contre, il faut qu'elles restent logiques. Alors, je pense que la relation entre la masse, c'est important de nommer les variables, et le poids d'un corps. Alors, cette relation-là, je pense qu'elle sera directement proportionnelle. En fait, lorsque vous avez deux variables, et c'est souvent le cas en physique, vous avez soit à mentionner que lorsque une des variables augmente, l'autre augmente, ou bien lorsque une des variables augmente, l'autre diminue. Donc, c'est autour de cette notion-là de proportionnalité directe ou de non-proportionnalité que va être formulée l'hypothèse, en fait. Dans l'hypothèse, donc en fait, c'est de donner l'énoncé de notre hypothèse et de ne pas oublier de dire pourquoi, donc d'ajouter le cadre. Par exemple, si vous pensez que la relation entre la variable, une variable W et une variable Z est directement proportionnelle, dites pourquoi. Donc, vous allez dire car si une augmente, l'autre va augmenter aussi. Alors, il faut l'expliquer. Alors, je l'énonce ici que c'est directement proportionnel. Et c'est pourquoi que je dis ça, mais c'est parce que si la masse augmente, j'aurais pu dire aussi diminue, le poids va augmenter lui aussi. J'aurais pu dire aussi si la masse diminue, le poids va diminuer. Donc, c'est proportionnel. On aurait pu inverser aussi l'hypothèse. On aurait pu dire que si la masse, nous pensons que si la masse augmente, le poids va augmenter, car la relation entre les deux variables sera directement proportionnelle. Donc, vous la formulez dans vos mots. Elle est comme en deux parties. Normalement, une seule phrase, ça suffit, mais on parle toujours hein, dans le contexte, dans un contexte d'examen de laboratoire. Donc, il faut être quand même pas trop long. Donc, l'hypothèse, normalement, c'est pas trop long. Et vous avez à la formuler dans une phrase, énoncer, et ensuite vous dites pourquoi vous énoncez euh, votre hypothèse. Ensuite, nous avons la théorie. En fait, la théorie, il faut penser que c'est un support au protocole. Ça supporte le protocole. C'est aussi, euh, c'est aussi à l'intérieur de la théorie que nous allons, par exemple, définir, donner des définitions. Donc, c'est sûr que lorsqu'on a un contexte de laboratoire et non un contexte d'examen de laboratoire, on peut se permettre d'aller
consulter des manuels, consulter des sites, etc. Donc, la définition qu'on peut retrouver de certains mots, on peut retrouver aussi les formules, on peut retrouver, dans la théorie, en fait, on ne va pas faire un texte suivi avec des jeux, nous pensons, c'est impersonnel la théorie. On peut avoir aussi à donner les unités que nous allons utiliser en lien avec les formules qui seront, donc j'ai oublié aussi les variables, là. Si on parle de formules, vous avez des variables à l'intérieur. Donc, donner leur définition, donner les unités de ces variables-là. Ensuite, on peut avoir, dans certains cas, comme je l'ai mentionné tantôt, ça vient soutenir, c'est un support au protocole. Donc, on peut avoir, dans certains cas, des méthodes, une méthode, une méthode. Par exemple, ce qu'on avait vu l'an dernier, en secondaire 3 aussi, donc le test de la flamme pour identifier le dihydrogène. Pour éviter de l'écrire en détail dans le protocole, dans la manipulation, on peut expliquer en théorie de quelle manière on s'y prend pour identifier le dihydrogène à l'aide du test de la flamme. Donc, on va détailler, on va mentionner par exemple qu'on utilise un bâton, une éclisse de bois, qu'on allume et qu'on approche du gaz. Et à ce moment-là, on va lui donner un nom à ce test-là, à cette manipulation-là. Ce sera le test de la flamme. Et dans la manipulation, lorsqu'on arrivera au protocole, bien, au lieu d'aller dans les détails, on va dire tout simplement faire le test de la flamme. Et on sait, la théorie, elle est là, elle est existante. Donc, on peut faire référence à la théorie et on va voir les détails qui nous permettent d'effectuer ce test-là. Alors, la théorie, si je reviens au problème qui nous concerne, donc ce qui nous concerne, nous, on ne perd pas de vue la masse et le poids. Bon, là, c'est sûr que dans un examen de laboratoire, oui, on peut connaître de l'information, par exemple, pour une lentille convergente. On connaît déjà qu'elle fait converger les rayons qui la traversent, donc les rayons qui émergent de cette lentille, donc convergent en un point. On peut aussi donner comme information, si je reviens ici à la masse d'un corps, ça correspond à la quantité de matière qu'il contient. Bien entendu, lorsqu'on fait un laboratoire, on a quand même un minimum de connaissances. On a déjà fait de la théorie, là. Les examens de laboratoire au niveau secondaire, on a quand même du bagage, là. On n'arrive pas à... C'est pas dans un examen de laboratoire, c'est pas approprié de découvrir de nouvelles choses. C'est quand même soit des formules, des variables, des unités que nous avons déjà manipulées en théorie. Alors, la masse d'un corps, on a donné sa définition. Voyez-vous, on lance comme ça la théorie. Donc, le cadre théorique, on retrouve les définitions, même celle du poids, qui est la force gravitationnelle qui s'exerce sur un corps. Le poids, ben, lui, varie selon l'astre où il se retrouve. Donc, ça, c'est sûr que c'est de la lecture qui nous permettrait de donner ça comme information. Mais en même temps, les connaissances de base, c'est sûr que c'est un exemple que je donne, principalement pour travailler, pour voir la relation entre deux variables, parce que je vous ai mentionné tantôt qu'en physique, on a souvent ce but-là, ce mandat-là, dans des examens ou même dans des laboratoires. Alors, on peut donner aussi la variable, ça c'est bien important, la variable du poids, donc qui est le F indicé du petit g, l'unité du poids qui se mesure en newton. Nous avons le poids qui est mesuré à l'aide d'un dynamomètre. Ça, c'est sûr que c'est des connaissances que nous avons avant. Nous avons la variable de la masse qui est M, et la masse, nous, on va la considérer en kilogrammes, mais dans certains cas, ça peut être en grammes aussi. Donc, nous avons donné comme ça de l'information, donc de la théorie, donc pour le, on n'a pas terminé, c'est vrai, donc pour le rapport de laboratoire. Alors, on a parlé dans l'hypothèse que les deux variables, peut-être, qu'elles sont proportionnelles l'une par rapport à l'autre. Donc, dans la théorie,
On peut parler du graphique, d'une relation lorsqu'on retrouve une proportionnalité directe entre deux variables. Donc, nous allons avoir un graphique qui va nous donner cette allure-là au niveau de la courbe. En passant, une courbe, c'est un terme général pour parler des droites qu'on retrouve dans un graphique. Alors ça, c'est un graphique général qui nous montre justement la proportionnalité directe. En fait, c'est une fonction linéaire affine qui commence même ici par le point 0,0 dans ce cas-ci. Alors, en fait, et on termine aussi, c'est ce qui est intéressant, on sait, nos outils mathématiques vont beaucoup nous aider en physique. On sait que si, par exemple, on prend deux couples, deux points qui correspondent à un couple pour chacun des points, et que nous calculons la pente avec la variation des y sur la variation des x, la pente, alors comme ça, nous allons retrouver, si nous avons une proportionnalité directe, nous allons retrouver une constante. Donc, la constante va nous permettre d'écrire une formule, une relation mathématique qui va se retrouver sous cette forme. Donc, nos outils mathématiques sont très importants. Alors, on aurait pu l'ajouter aussi, mais j'ai montré le graphique, tout simplement. La pente du graphique correspond à une constante. On aurait pu ajouter aussi dans la théorie cette formule, mais en fait, le graphique et les mots ici, donc la pente du graphique qui correspond à une constante, donc le fait que ça corresponde à une constante, on pourra élaborer dans l'analyse, par exemple. Alors, ça nous montre un petit peu le cadre théorique, en quoi il consiste. Alors, je le répète, il n'y a rien de personnel là-dedans, c'est impersonnel. Il n'y a pas vraiment un texte écrit avec des phrases qui vont se suivre. C'est la théorie que nous avons besoin. Ça soutient la manipulation lorsque nous allons faire le protocole. Le schéma maintenant. Le schéma, bon, ici, j'ai pris mon schéma sur Google, mais en fait, si on avait vraiment, rappelez-vous, l'année passée, lorsqu'on l'avait fait, on avait vraiment un statif, un support universel. Nous avions accroché une pince et nous avions placé au bout de notre pince l'anneau du dynamomètre et le dynamomètre se retrouvait suspendu comme ça et on pouvait accrocher à son crochet les masses. Donc, ici, sur Google, ils ont comme le support au plafond, mais nous, en laboratoire, c'est plus un montage comme celui-ci. Ce qui est important dans le schéma de montage, même chose, le schéma vient, en fait, le montage vient soutenir le protocole. Ça évite de dire, par exemple, que nous aurons à accrocher un dynamomètre au plafond ou à un statif. Donc, ça évite de tout assembler les pièces, en fait. On peut montrer, donc c'est très important, là, on va montrer quand même tout ce qui est dans notre schéma, donc le dynamomètre, on va l'identifier. Nous allons en même temps, si on a plusieurs ici, dans notre cas, c'est des masses, on va en avoir plusieurs. On peut les dessiner à côté. En optique, par exemple, si vous avez plusieurs lentilles, on peut les identifier, soit par des numéros, on peut les dessiner et les identifier par des numéros. Donc, ici, la masse qui est déjà suspendue, je peux lui donner la masse de 10 kg. C'est sûr qu'on choisit, là, on choisit nos masses, on voit notre matériel. Même chose pour les lentilles en optique, on choisit notre matériel. Et puis, par la suite, ben, quand même, ça nous inspire pour le montage. J'aurais pu aussi aller écrire le matériel avant, mais dans le document d'examen pour le laboratoire, vous allez retrouver, en fait, à l'endos de la première page, là, un endroit pour faire le montage. Alors, je vais utiliser des masses. En fait, on vous les donnerait, donc ce serait une inspiration pour vous. On vous les donnerait, on les mettrait à votre disposition. Est-ce que ça veut dire d'utiliser tout le matériel? Pas vraiment. Si on veut trouver une relation, nous avons à faire un graphique. Un graphique, toujours, là, je le répète, dans un contexte d'examen de laboratoire, on n'a pas le temps vraiment de faire du zèle. Donc, on n'ira pas chercher 50 couples à placer dans un graphique. Alors, 3 à 4 valeurs,
3 à 4 couples, ça va nous permettre de quand même avoir une idée de la tendance dans le graphique euh, pour la droite que nous aurons à dessiner. Alors, il faut identifier chacune des parties. Ici, il y a un crochet. Donc, on peut spécifier parce que je vais le nommer dans mon protocole. Vous allez voir tantôt dans ma manipulation. Nous avons la masse. La première masse qu'on peut accrocher, c'est celle de 10 kg, un peu comme en optique. La première lentille que vous placez sur votre banc d'optique, ben, vous pouvez dire que c'est la numéro 1, la numéro 2, peu importe. Ensuite, nous avons je reviens ici, là, si on avait eu vraiment, comme l'an passé, pardon, le statif, on l'aurait identifié. Si on avait eu aussi la pince, donc on l'aurait identifié, mais ce n'est pas le cas avec notre dessin, là. Alors, ça va, pour voir la relation entre la masse et le poids, ça consiste tout simplement, ça va consister tout simplement à accrocher différentes masses ici. Et voici le dynamomètre. C'est un appareil qui mesure. Bon, ici, on n'a pas l'unité, mais on va dire qu'il est gradué en newton. Nos masses sont en kilogrammes. La masse est déjà inscrite sur la masse. Et puis, donc, c'est ça. On a la graduation aussi, si je vous la donnais, ça vous permet, si je vous la donne, ça vous permet de trouver par la suite l'erreur absolue. Alors, supposons que c'est en newton, donc supposons que c'est 1 newton que nous avons par intervalle. Alors, voici un schéma qui va nous aider à alléger notre manipulation à l'intérieur de notre protocole. Le protocole, c'est notre recette, hein? C'est ce que je mentionnais l'an passé. On le répétait souvent. Le protocole, c'est comme une recette dans un livre de recettes. Vous avez les ingrédients, nous, c'est le matériel. Et ensuite, vous avez les manipulations. Nous allons voir le matériel. Le matériel, normalement, dans un contexte d'examen de laboratoire, c'est du matériel déjà utilisé en classe, donc vous le connaissez. Alors, spécifier le nombre. Donc, si j'ai, est-ce que j'ai 2 béchères, 3 béchères? Est-ce que ces béchères-là, c'est des béchères de 100 millilitres? Alors, précisez entre parenthèses le volume, par exemple. Si vous avez des cylindres gradués, précisez entre parenthèses aussi le volume. Si vous avez des concentrations au niveau des acides, précisez entre parenthèses la concentration. Précisez aussi le volume que vous allez utiliser d'acide. Bon, là, j'ai donné de façon générale le matériel, de quelle façon on va l'écrire. C'est important de donner le nombre aussi. Donc, j'ai un dynamomètre, un statif ou un support universel. Supposons que j'avais, au lieu d'avoir tout simplement le crochet au plafond, j'ai un statif et nous avons 4 masses de 10 kg. Alors, on les énumère et voilà. En cas de doute, vous êtes mieux d'en ajouter. Et à ce moment-là, dépendamment de la correction, du barème de correction, il y a des points qui vont être donnés, mais pour, admettons, le dynamomètre, le statif, et vous avez les 4 masses. Supposons que quelqu'un aurait ajouté, je ne sais pas moi, le crochet, mais le crochet fait partie du dynamomètre. Mais en fait, vous ne serez pas pénalisé si vous ajoutez du matériel en surplus, celui qui ne sera pas inclus dans le barème de correction, par exemple. Alors, le matériel, ça fait partie du protocole. Et l'autre partie du protocole, ce sont les manipulations. Les manipulations, bien, bien important de les numéroter. Et souvent, lorsqu'on a un montage, ben, c'est de faire le montage qui correspond au schéma de montage que vous avez illustré juste avant. Alors, ça évite, comme je le mentionnais tantôt, de dire, d'accrocher le dynamomètre sur le statif avec la pince, etc. Donc, ça évite des étapes. Par contre, vous avez vu sur le montage, tantôt, hein, si on retourne au montage, il y avait déjà une masse qui était suspendue. Alors là, ici, nous allons commencer à cette étape-là, suspendre la masse de 10 kg au crochet du dynamomètre. Donc, je dis souvent aussi que les laboratoires, un rapport de laboratoire, monsieur et madame tout le monde, quelqu'un qui n'a jamais fait de science, est censé vous comprendre. Donc, si vous commencez, si vous dites faire le montage,
prendre les mesures notées dans un tableau, on ne peut pas comprendre. Alors ici, vous allez suspendre, après avoir fait votre montage, la masse de 10 kg. Moi, ici, ce que j'ai fait, souvent, ça nous aide lorsque, par exemple, nous avons à faire des calculs, nous avons à faire des tableaux, de donner des variables aux valeurs, euh, aux valeurs donc, parce que la masse, c'est M, mais lorsqu'on a plusieurs masses, ben, de donner, d'indicer avec des 1, 2, 3 pour masse 1, masse 2, masse 3. Donc, on l'accroche. Donc, on remarque, hein, toujours des verbes à l'infinitif au début. Vous avez toujours des verbes à l'infinitif. Ils ne sont pas conjugués. Ce n'est pas une composition littéraire non plus. Vous pouvez regarder pour vous inspirer des recettes dans des livres de recettes. Alors ici, vous avez comme troisième étape, faire la lecture du poids qui est à l'aide du dynamomètre. Par exemple, si on avait à mesurer un volume de 100 ml d'acide, bien, on mesurer 100 ml d'acide à l'aide du cylindre gradué. Donc ici, c'est à l'aide du dynamomètre que nous allons noter le poids. Et le poids, on peut le ramener, même si on l'a mentionné dans la théorie, on ramène sa variable. Et ici, il est indicé de 1 parce que c'est correspondant à la masse 1. Quatrièmement, notez les résultats dans un tableau. Très important. Alors, nous avons une masse de 20, une masse de 30, une masse de 40 kg et on veut aussi les suspendre à notre dynamomètre. Alors, nous allons à ce moment-là répéter les étapes de 2 à 4 avec les masses, respectivement avec les masses de 20, 30 et 40 kg. Encore là, j'ai mis des petites variables pour les identifier. C'est juste pour vous montrer que n'hésitez pas dans les laboratoires à donner des variables à chaque fois que vous nommez une variable. Ensuite, on nous demande, hein, nous avons mis ça dans un tableau, lorsque vous avez à trouver la relation entre deux variables, on a un outil mathématique qui est très important pour illustrer cette relation-là, c'est le graphique. Alors, dans le protocole, au niveau de la manipulation, vous allez dire, vous allez le spécifier, vous allez le mentionner, que vous allez faire un graphique, et là, vous allez nommer vos variables. Les variables, lorsque vous avez un graphique, on a appris en mathématiques que le y dépend du x. En fait, c'est la variable qui est indépendante, le x. En sciences, c'est la variable pour laquelle nous avons le contrôle. Mais par contre, on ne peut pas prédire le y. Donc, le y qui est dépendant de la variable x. Alors ici, qu'est-ce qu'on ne peut pas prédire? On ne peut pas prédire le poids. Par contre, on peut contrôler nos masses. Alors, le graphique, le poids sera à ce moment-là notre y et notre masse sera notre x sur un graphique. Mais on va quand même, nous sommes en sciences, on va quand même leur donner la variable fg et la variable m, non y et x. Là je fais juste une analogie avec les mathématiques, qui est notre outil principal, souvent dans les laboratoires en physique. Alors, lorsqu'on a à répéter, vous voyez, ça raccourcit beaucoup la manipulation à l'intérieur du protocole. Maintenant, bon, là, on effectue notre manipulation et on obtient des valeurs. À quel endroit on va placer nos valeurs? Eh bien, dans un tableau de résultats. Bien entendu, hein, toutes les parties dans un examen qui sont en gras ici, là, toutes les parties qu'on retrouve ici, là, dans un examen, vous retrouvez ces mots qui sont aussi dans le cahier de réponse de l'examen de laboratoire. Bien entendu, un titre très important. L'inspiration pour le titre, vous pouvez retourner voir votre but. Donc, on s'inspire, c'est inspirer le titre du but. Alors, le but étant de trouver la relation entre la masse et le poids d'un corps. J'ai pris le mot corps pour un terme général, en fait. Alors, les mesures permettant de trouver, qu'est-ce qu'on va retrouver dans le tableau? Bien, des mesures qui vont permettre de trouver cette relation-là entre la masse et le poids. Donc, c'est souvent, retournez voir votre but que vous avez formulé. Alors, ça va être des données, des mesures, des propriétés, si on parle de la chimie, des propriétés qui vont permettre de
trouver quelque chose. Donc ici, ce sont des mesures hein, prises avec le dynamomètre. Nous avons des masses qui vont nous permettre de trouver la relation entre la masse et le poids d'un corps. Donc, souvent, le titre du tableau, si on remonte à notre but, vous avez tout simplement, dans le but ici, déterminer la relation qui existe entre la masse d'un corps et son poids. Il peut être donné, le but, un peu ben, pas trop général, là, mais ici, donc on a vraiment précisé en quelle variable, là. Mais en fait, le but, c'est de nommer. Si vous avez un mandat qui, euh, qui est général, mais que vous voyez ressortir les variables, n'oubliez pas de les nommer dans le but. Alors, à ce moment-là, dans le tableau de résultats, pour le titre, vous allez utiliser une partie du but, mais avec, au lieu du mot déterminer, des mots comme mesure ou données ou propriété permettant de, et là, vous amener votre but. C'est une façon de s'inspirer là, pour composer des titres pour des tableaux. Alors, on a vu manipulation, on a vu, bon, les résultats maintenant. Le dynamomètre, tantôt, je vous ai dit que le plus petit des intervalles valait 1 newton. C'est important de donner l'erreur absolue, donc 1 newton divisé par 2. Donc, lorsque vous avez des appareils gradués, prenez le plus petit des intervalles et divisez-le par 2. Bien entendu, cette notion-là d'erreur absolue concerne plus les étudiants de 5e secondaire. Les étudiants de 4e secondaire peuvent s'inspirer de ce cours-là ici pour la rédaction d'un laboratoire, d'un rapport de laboratoire, mais vous ne tiendrez pas compte des erreurs absolues. Alors, l'erreur absolue, ici, je l'ai déterminée, elle est de plus ou moins 0,5 newton. Ça fait quoi? Bien, en fait, c'est pour nous permettre de mettre vraiment les virgules, la précision. Donc, ça nous dit que le dynamomètre est précis au dixième de newton. Et à ce moment-là, si nous avons à effectuer des calculs, ça nous permet de considérer les chiffres significatifs. Par contre, dans un contexte d'examen de laboratoire, je veux voir l'erreur absolue, je veux avoir une écriture qui est correcte au niveau des résultats, mais pour les calculs, on ne va pas traiter les erreurs absolues dans le cadre d'un examen de laboratoire parce que vous avez quand même 50 minutes pour la rédaction. On vous en laisse 75, mais c'est prévu pour un 50 minutes. La masse ici étant en kilogrammes, alors, si on avait inversé la masse et le poids, eh bien, on n'aurait pas eu de problème avec ça. En plus, on aurait pu écrire aussi dans le tableau masse au long, poids au long. On a écrit les variables. Ces variables-là se retrouvent bien entendu dans la théorie. Et en plus, nous les avons appelées dans la manipulation du protocole. Alors ici, c'est l'erreur absolue que l'on écrit. Et voilà. Si vous avez des constantes, alors on va les écrire ici, dans le bas du tableau. Donc, par exemple, en optique, si la hauteur de l'image, pas la hauteur de l'image, mais la hauteur de l'objet ne varie pas, c'est une constante intéressante à inscrire sous le tableau. En chimie, si par exemple, on fait un laboratoire en lien avec les gaz, donc si la température dans la pièce est demeurée constante, c'est une constante qu'on considère, alors vous l'écrivez sous le tableau. Bien entendu, au secondaire, on n'a pas beaucoup en fait, nos tableaux ne sont pas complexes. C'est le traitement le traitement des valeurs dans le tableau que nous faisons. Ce n'est pas des gros traitements élaborés pour trouver, pour calculer, par exemple. Alors, de mettre à l'intérieur du tableau les données recueillies ainsi que les valeurs calculées, c'est correct. Donc, on ajoute des colonnes. Par exemple, si vous avez dans un examen d'optique, si vous avez une distance focale à calculer, bien, vous allez ajouter une colonne de plus. Souvent, au cégep, à l'université, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous demander de regrouper dans un tableau vos valeurs mesurées avec des appareils et vous allez, ou des propriétés observées avec les sens.
Et par la suite, vous allez mettre dans un autre tableau les valeurs qui ont été calculées à partir des mesures prises en laboratoire. Mais ici, on peut mettre dans le même tableau. Maintenant, lorsqu'on présente les résultats, on peut les présenter sous forme de tableau. Et lorsqu'on a une relation à trouver, eh bien, on la trouve avec un graphique. Alors, il faut faire le graphique. Pardon. Alors, le graphique, on va vous fournir une feuille millimétrique dans un contexte d'examen de laboratoire. Utilisez toute votre feuille millimétrique. Pas juste, allez pas faire, par exemple, vos axes en tout petit à l'intérieur de la feuille millimétrique. Nous allons utiliser la feuille millimétrique au complet. Donc, ça veut dire que l'axe des X, l'axe des Y, donc on va se servir ici, on va vraiment faire, je vais aller me chercher un petit vecteur, et voilà, on va vraiment faire l'axe des X ici. Nous allons orienter l'axe. Nous allons faire la même chose avec l'axe des Y. Nous allons l'orienter. Donc, on prend la totalité de la feuille et lorsqu'on avait vu comment faire un rapport de laboratoire, les graphiques, bon, je ne vais pas, il n'est pas assez long, mais vous comprenez le principe, là. Bon, OK. Donc, vous avez, lorsqu'on a appris à faire un rapport de laboratoire l'an dernier, on avait comme information qu'il faut utiliser au moins le 2/3 de notre espace. Donc ici, c'est ce que je vais faire. Je vais aller graduer de telle sorte à utiliser environ le 2/3 de mon espace que j'ai à ma disposition. Allons voir le titre, très important, ça prend un titre complet. On ne peut pas dire, on ne peut pas écrire des variables. Exemple, FG d'un corps en fonction de M. Alors, pour le titre, c'est au complet. Donc, c'est les mots en fonction qui reviennent toujours lorsqu'on a une relation à trouver. Et la variable avant le mot en fonction, elle correspond à votre variable qui est dépendante, autrement dit le Y. Et la variable après les mots en fonction, c'est celle qui est indépendante, donc le X. Alors, je vais aller placer mon poids. Le poids, on peut l'écrire, mais aussi on peut écrire juste sa variable, l'unité entre parenthèses. Alors, le poids en fonction de la masse, qui est en kilogrammes, donc l'unité, elle est entre parenthèses. Ce sont des petits détails très importants de respecter puisque vous perdez des points. On ne peut pas le faire vraiment avec un programme comme Excel parce que nous sommes en situation d'examen. Donc, il faut prendre la règle, la feuille millimétrique et faire notre graphique. Maintenant, nous pouvons aller voir l'étendue dans notre tableau de notre masse. Nous avions des masses de 10 variant de 10 jusqu'à 40 kg. Ça va nous permettre ici, si je saute, si je fais mes petits repères ici à chaque centimètre, 10, 20, 30, 40, je n'utiliserai pas le 2/3 de mon espace. Alors, ce que je vais faire mes petits repères. Vous faites vos repères. Vous allez identifier les mesures que vous allez considérer dans la séparation de votre axe. Donc, voyez-vous, on va utiliser quand même une bonne surface de notre espace. Au niveau des poids, ça variait autour de 100 jusqu'à peu près 400, un peu moins de 400, un peu moins de 100. Donc, on peut, encore là, faire sauter à chaque 2 cm. Donc, mettre le repère. On va faire sauter de 100 newtons. Nous allons avoir 200. On n'a pas besoin, même sur le graphique ici, j'ai sauté de 2 cm, mais je n'ai pas besoin de sauter de 2 cm sur l'autre axe. J'aurais pu sauter de 1 cm pour chacune de mes valeurs. On n'a pas besoin non plus d'avoir la même étendue. Donc, j'ai 10 ici comme étendue, ici j'ai 100. Donc, on n'a pas besoin de ça. Par contre, pour un même axe, on garde toujours le même étendue. Dans les laboratoires,
Et même dans les examens de laboratoire, ne faites pas des coupures d'axe lorsque vous voulez trouver la relation entre deux variables. Alors, vous allez avoir environ le 2 tiers utilisé. Donc, on peut le visualiser, là. Nous allons placer nos points. Alors, chaque tout petit carré vaut en fait 5 newtons. Donc, le premier point, si on regarde le tableau, nous obtenons pour une masse de 10 kg, 98. Alors, c'est presque 100 ici. Bien entendu, dans mon tableau, je ne l'ai pas mentionné, mais j'aurais pu le faire. J'aurais pu ajouter le point 00, puisque lorsqu'il n'y a pas de masse suspendue à mon dynamomètre, eh bien, je n'ai pas de poids correspondant. Donc, on pourra, lorsqu'on va tirer la droite, on pourra à ce moment-là aller chercher, faire de l'extrapolation et aller chercher le point 00. Alors, nous avons pour un 20 kg un 196, donc c'est à peu près presque 100. Mon crayon, il est gras, là, donc je ne peux pas être vraiment, je peux pas avoir vraiment de précision. Pour 30, nous avons 294, c'est presque 295, on va le placer ici. Et pour une masse de 40, nous avons 392, donc un petit peu plus bas que le 395. Bien entendu, là, ça c'est l'idéal, hein? J'ai travaillé, j'ai pris des valeurs théoriques, mais en fait, souvent on se retrouve avec un nuage de points. Mais le nuage de points va avoir une tendance. Cette tendance-là va être soit droite ou courbe. Alors, on va tracer à ce moment-là une droite moyenne ou une courbe moyenne, c'est-à-dire une droite ou une courbe qui va passer par le plus de points, mais qui va laisser de part et d'autre à peu près un nombre de points qui est pareil. Je vais vous donner un exemple à main levée ici. Si j'ai un nuage de points qui semble être ascendant, comme celui-ci, souvent c'est lorsqu'on a beaucoup, beaucoup de points qu'on voit mieux la tendance, mais vous allez voir dans les examens de laboratoire, la tendance est claire, même avec 3 ou 4 points. Alors ici, on tracerait une droite, oups, on va aller chercher un petit outil, on tracerait une droite moyenne qui passe par le plus de points possible, si on est capable, mais aussi en même temps, on se retrouve avec ceux qui sont comme pas en ligne. Alors, on retrouve à peu près le même nombre de chaque côté, qui ne touchent pas en fait à ma droite. Donc, j'en ai 3 d'un côté, puis 3 de l'autre. Donc, c'est une droite moyenne. On peut faire aussi, si le nuage de points, sa tendance, c'est une courbe, on va faire une courbe moyenne. Alors, ici, je vais aller tracer ma droite. Je vais aller passer par ces points-là. Ici, ils arrivent tous corrects. Souvent, la question qu'on me pose, est-ce qu'on peut extrapoler, est-ce qu'on peut rallonger la droite? Bien sûr. Alors, nous avons ceci, nos points. Lorsque nous aurons à calculer la pente, ça peut être intéressant de noter les points, en fait, que nous allons utiliser dans le calcul de la pente. Donc, d'écrire les couples. Pas tous les couples, mais ceux que nous allons utiliser dans le calcul de la pente. Vous allez voir, qui dit graphique dit calcul de pente, pas pour tous les laboratoires. Par exemple, en optique, vous n'aurez pas calculé la pente. Alors, vous avez pour le couple 30 kg, vous avez la valeur qui était, en fait aussi, si jamais vous aviez calculé, pas calculé, mais fait un nuage de points, je vais revenir à l'exemple ici. Si vous aviez un nuage de points, bon, on va faire un exemple ici, un nuage de points ascendant, mais qui ne vous permet pas de tracer, de passer par les points, de toucher aux points. Donc, à ce moment-là, votre droite, elle est vraiment en plein milieu du nuage de points. Mais lorsque vous aurez un calcul à faire à ce moment-là de pente, bien entendu, il faudra aller réellement sur la droite, faire de l'interpolation, donc à l'intérieur de la droite qui est dessinée, et d'aller identifier des couples. Il ne faut pas utiliser les couples que vous aurez dans votre tableau à ce moment-là. C'est très important de calculer la pente avec des points qui sont directement sur la droite. Alors, s'il y a des points un petit peu décalés, vous ne les prenez pas.
Est-ce que j'ai tout dit par rapport au graphique? Je pense que oui. Alors, il va être considéré dans les résultats. Maintenant, les calculs. Les calculs, nous montrons un simple exemple de calcul. Ici, ben, comme c'est la relation, je le répète, en optique, vous n'aurez pas à aller calculer la pente là, du graphique, si vous en avez un, qui représente une relation qui est directement proportionnelle, même inversement proportionnelle. Alors, la pente du graphique, nous allons la calculer de la façon suivante. Alors, posez votre problème. Ça veut dire quoi? Posez votre problème. Vous allez écrire vraiment les couples avec leur unité que vous allez utiliser, soit pour l'exemple de calcul. Hein. Dans l'exemple de calcul, on va chercher des variables. Vous comprendrez que ça, c'est sous-entendu notre X, ça, c'est notre Y. On prend un deuxième couple. Alors, les couples sont ceux que j'ai illustrés sur la droite dans le graphique. Et voilà. Alors, vous comprendrez qu'ici, c'est X1, Y1, X2, Y2. Ben, allez pas les appeler Y2 moins Y1 sur X2 moins X1 pour le calcul de la pente, parce que nous sommes dans un contexte de laboratoire. Ces valeurs-là possèdent des variables. Alors, la pente va se traduire une fois que vous avez écrit vos deux couples. Vous allez la traduire, la pente, non pas Y2 moins Y1, mais FG2 moins FG1, donc le poids associé à la deuxième masse, moins le poids associé à la première masse, divisé par le X2 moins le X1, donc la masse 2 moins la masse 1. Par la suite, dans un contexte d'examen de laboratoire, vous allez faire suivre les unités. Je veux voir les unités. Alors ici, nous aurons 200, donc on fait la substitution avec, donc la substitution des valeurs, mais avec les unités. Alors, nous aurons 294,0 newton moins 98,0 newton divisé par 30. En fait, le 30 et le 10 sont considérés comme ayant un nombre illimité de chiffres significatifs. Par contre, on peut connaître le nombre de chiffres significatifs parce que nous avons inscrit la précision pour nos valeurs de force, de poids en newton. Par la suite, on effectue notre calcul, nous obtenons 9,8 newtons, des newtons moins des newtons, sur des kilogrammes. On peut l'écrire aussi de la façon suivante, 9,8 newtons par kilogramme. Et voilà. Par la suite, si on avait eu, on vient de trouver une constante en lien avec notre graphique. À ce moment-là, la relation, on peut l'écrire, on la ramènera dans notre analyse. La relation qui est de la forme y est égale à x, on vient de calculer la pente, donc le a. Alors le y étant notre fg, on peut inscrire cette relation-là, le a étant le 9,8 newton par kilogramme, qui est multiplié en fait par le x. Pour nous, c'est notre masse. Alors, on peut l'écrire ça aussi dans le calcul. Ensuite, si on avait eu, par exemple, à comparer une valeur numérique calculée à une valeur théorique, bien entendu, on vous aurait donné la valeur théorique. À ce moment-là, on aurait pu faire un calcul de pourcentage d'erreur. Le pourcentage d'erreur, bon, ça j'en donne un peu plus. C'est sûr que le pourcentage d'erreur, vous en aurez pas vraiment, vous n'aurez pas vraiment à en calculer en physique, mais en chimie, oui. Alors, supposons, en fait, le 9,8 existe vraiment. C'est une valeur théorique que nous allons découvrir lorsque nous allons aborder la mécanique. Et c'est la pente de votre graphique que vous aviez calculé l'an dernier lorsque je vous avais fait faire ce laboratoire-là. Je n'avais pas demandé un rapport de laboratoire aussi élaboré, mais quand même. Donc ici, la valeur théorique, on vous la donnerait. Et la valeur théorique, dans ce cas-là, elle est vraiment égale à 9,8 newtons par kilogramme.
Donc ici, nous sommes arrivés pile dessus. Donc, on a 0% d'erreur. Si on avait à calculer le pourcentage d'erreur, alors ça dit quoi? L'écart, s'il était correspondant à la valeur théorique, il correspondrait à 100% d'erreur. Mais si l'écart, il est égal, il est plus, pardon, l'écart, lui, l'écart, c'est sûr qu'ici, il est 0, mais qu'est-ce qu'on fait pour le trouver? En valeur absolue, nous faisons tout simplement la soustraction entre la valeur théorique moins la valeur expérimentale en valeur absolue. Et c'est ça qui va correspondre à notre pourcentage d'erreur. Alors, c'est simplement un produit croisé. Alors ici, le 9,8 newtons par kilogramme, si on avait eu un écart comme ça, hein, par rapport à notre valeur expérimentale, si on avait eu comme genre le double, 19,6 par exemple, alors on aurait été dans le champ à 100% d'erreur. Donc, c'est comme si c'était l'écart. Mais en fait, l'écart, nous, ce que nous avons, c'est 9,8 moins 9,8, donc 0. Alors, ça devient, en fait, on a 0% d'erreur. Si on fait le calcul, 0 fois 100% divisé par 9,8, ça donne 0% d'erreur. C'est surtout en chimie que nous aurons à calculer le pourcentage d'erreur, mais quand même en physique, vous allez avoir un laboratoire à un moment donné où vous allez avoir à calculer le pourcentage d'erreur. Bon, j'arrive maintenant à l'analyse. L'analyse, comme la théorie, ce sont les parties les plus faibles. Donc, on a fait le cadre théorique, on a fait le protocole, le cadre méthodologique. Là, maintenant, on arrive à l'analyse. Ce que je ne veux pas voir dans l'analyse, c'est tous les résultats donnés un à un dans l'analyse. Il faut avoir une vision globale, une vision plus globale de ce qu'on retrouve dans le tableau. L'analyse, on relance notre but. Ensuite, on regarde ce que nous avons dans le tableau. On en discute. Ensuite, on regarde ce que nous avons dans le graphique. Et ensuite, si on avait eu à calculer une valeur expérimentale pour laquelle on connaît une valeur théorique, ça ouvre sur des causes d'erreur. Donc, on peut parler des causes d'erreur si vous avez si vous avez, par exemple, des valeurs théoriques et des valeurs expérimentales, ce qui est intéressant, vous parlez aussi des causes d'erreur, mais vous pouvez donner aussi le pourcentage d'erreur. Si vous n'avez pas de valeur théorique, les causes d'erreur vont aller sur les instruments, mais même si vous aviez aussi des valeurs théoriques, donc les instruments de mesure, leur précision, on peut donner l'erreur absolue à ce moment-là. Donc, il faut y penser. Dans le cadre d'un examen de laboratoire, j'ai quand même mis le titre cause d'erreur parce qu'il y en a qui l'oublient dans l'analyse. Donc, je l'ai mis au même titre que l'analyse. Alors, on rappelle notre but, on parle de ce qu'on a dans le tableau. Ici, on a un graphique. Fait qu'on parle du graphique et on reste très lié avec les mathématiques, en fait, parce qu'on va parler de relations. Et c'est quoi une relation qui est proportionnelle? C'est quoi une relation qui est directement proportionnelle? C'est quoi une relation qui est inversement proportionnelle? Donc, on va pouvoir justifier avec ça. C'est quoi une relation constante, etc. Alors ici, en plus, l'analyse, c'est le moment de porter des jugements, donc de dire des donc, de dire des car, lorsque vous amenez, vous parlez d'un résultat, par exemple. Alors ici, l'analyse, c'est dans le cadre d'un examen de laboratoire, c'est vraiment pas long, mais il faut vraiment frapper sur le but, là, pas sur le but du laboratoire, mais vraiment aller frapper vraiment au bon endroit, dire les bonnes choses du moins, parce que le barème de correction aussi, il est fait dans ce sens-là. Vous pouvez vous pouvez écrire 5 lignes dans l'analyse et avoir tous vos points. Et vous pouvez écrire une page complète et perdre le trois quarts de vos points. Donc, ce n'est pas juste du blabla vide. Hein? Allez pas me dire que mes données sont vraisemblables. C'est du vide.
Alors, on commence par amener notre but. Ça va nous inspirer. Voyez-vous, le but, j'en parle. Ensuite, je vais parler des valeurs dans le tableau. Donc, le but de ce laboratoire était de trouver la relation entre la masse d'un corps et son poids. Donc, je rappelle ce que j'avais à faire. Ensuite, là, ici, c'est mon tableau qui intervient. Je ne le dis pas directement, mais quelqu'un pourrait dire dans mon tableau, dans le tableau, on retrouve des masses variant de 10 kg à 40 kg qui correspondent à des poids variant de 98 newtons à 392 newtons. Donc, je n'ai pas eu à énumérer toutes les valeurs dans le tableau. On aurait pu le dire dans nos mots aussi. On aurait pu dire dans d'autres mots, c'est-à-dire on aurait pu dire, lorsque j'ai une masse de 10 kg, eh bien, j'ai un poids de 98 newtons. Et lorsque j'ai une masse de 40 kg, j'ai un poids qui est supérieur et qui est de 392 newtons. Alors, on aurait pu le dire de cette façon. Mais arrêtez pas là, parce que ça, c'est de donner tout simplement des résultats. On fait notre mémérage. Qu'est-ce que tu peux dire? Hein? Lorsque tu as observé ça ici, là, de ton tableau, qu'est-ce que tu peux dire? Qu'est-ce que tu peux déduire? On peut donc affirmer que la masse d'un corps est proportionnelle. Vous allez voir, je vais même ajouter le mot directement proportionnel dans quelques secondes à son poids. Donc, c'est ton mémérage. Donc, car, n'oubliez pas de le mentionner, c'est de l'analyse. C'est dans l'analyse qu'on peut faire un texte qui se suit, là, un texte qui est logique. Vous pouvez parler, vous pouvez le mettre personnel, ce n'est pas impersonnel. Ensuite, vous avez sur le graphique. Bon, là, j'amène le graphique. Ici, j'ai un graphique. C'est ce que vous allez avoir dans la grande majorité des examens de laboratoire ou des laboratoires en physique lorsque vous aurez des variables. En fait, c'est comme un cadre pour faire ça ici, l'analyse qu'on retrouve. C'est un cadre pour faire à peu près n'importe quel laboratoire, en fait, dans lequel on retrouve deux variables. Donc ici, si vous avez, exemple, le but de ce laboratoire était de trouver la relation entre, je ne sais pas moi, en optique, entre la hauteur de l'image et la distance focale. Alors, tu remplaces masse et poids par hauteur de l'image et distance focale. Et là, tu dis, bon, ben pour, je ne sais pas moi, pour des distances focales de temps, j'ai une image de temps qui varie de temps. On peut donc affirmer que, donc c'est vraiment, entre guillemets, le frame, le cadre de l'analyse d'un rapport de laboratoire. Là, je m'en vais parler de mon graphique. Alors, sur le graphique, nous obtenons une droite ascendante. Ça, c'est vos outils mathématiques. On s'en sert en sciences. Alors, on a une droite ascendante. Ça témoigne quoi? Ça témoigne de quoi? Ça dit quoi, ça, une droite ascendante dans un graphique? Bien, ça dit que la relation est directement proportionnelle. Dites-le dans vos mots, dites-le dans d'autres mots. Vous dites sur le graphique, nous obtenons une droite ascendante. Donc, ça veut dire que la relation entre la masse et le poids est directement proportionnelle. Dites-le dans vos mots. Donc, maintenant, là, j'ai parlé du graphique. C'est sûr que ce n'est pas dans tous les graphiques qu'on va aller aussi loin que le calcul de la part, ainsi que trouver, par exemple, la formule, la loi, la relation. En optique, on n'ira pas jusque-là. En mécanique, ça c'est de la mécanique, ce que je suis en train de faire là, on va souvent déborder, on va aller plus loin. Ainsi, la constante de proportionnalité, donc si vous avez une droite, hein, une fonction linéaire affine dans votre graphique, on le fait dans notre calcul, mais on le fait dans notre exemple de calcul. Alors, on peut parler de la constante de proportionnalité parce qu'on sait que dans une fonction linéaire affine, votre fonction va avoir cette forme. Y est égal à AX. Et lorsque vous calculez la constante, ben, c'est la pente. Donc, nous sommes en mesure par la suite d'exprimer, parce que notre Y, c'était notre FG, d'exprimer avec une relation mathématique, avec une équation mathématique, la relation entre les deux variables. Ici, c'était la masse. On peut voir que le Y est directement proportionnel au X. Alors ici, je suis allé un petit peu plus loin. J'ai poussé plus loin par le calcul, sinon je n'aurais pas eu de calcul à vous montrer. Donc ainsi, la constante de proportionnalité calculée à l'aide de la pente du graphique donne une valeur de 9,8 newtons par kilogramme. Donc ça veut dire qu'à chaque kilogramme que nous avons,
sur le dynamomètre, eh bien, nous avons 9,8 newtons en poids qui correspond. Donc, on peut donc traduire la relation entre la masse et le poids d'un corps de la façon suivante. Donc, une fois que tu as calculé ta pente, là, tu peux donner la relation, donc la loi. Et par la suite, vous parlez des causes d'erreur. Là, ici, je ne l'ai pas mis séparé parce que je l'avais oublié. Mais dans le cadre d'un examen, vous allez vraiment avoir les causes d'erreur qui sont séparées pour vous faire penser justement d'en parler. Donnez-en au moins deux pour avoir tous vos points dans un examen, par exemple, ou même lorsque vous remettez un rapport de laboratoire. Donc, les causes d'erreur sont la précision du dynamomètre, c'est sûr, vous pouvez donner son erreur absolue, qui a une erreur absolue de plus ou moins 0,5 newton. Et aussi, n'oubliez pas, vous aviez à votre disposition des masses qui étaient déjà identifiées, mais vous avez manipulé ces masses-là. Elles peuvent même être brisées, le petit crochet peut être cassé lorsqu'on les accroche, ces masses-là. Alors, est-ce qu'elles ont vraiment les masses inscrites directement sur la masse? Pas vraiment, parce qu'on fait de la manipulation. N'oubliez pas que les causes d'erreur peuvent venir principalement, oui, des appareils de lecture, des appareils de mesure, mais aussi de la manipulation. Alors, vous avez une autre cause d'erreur ici, j'en avais pas vraiment beaucoup, là, fait que j'ai dit celle qui est en lien avec une manipulation, c'est-à-dire, donc ainsi que les valeurs déjà données, des masses qui peuvent varier en raison de la manipulation avec les mains. Et en parenthèse, j'ai inscrit l'ajout d'un corps gras, parce on peut avoir les mains mouillées, on peut avoir les mains aussi avec un corps plus gras. Donc, c'est pour ça que je l'ai ajouté. Ensuite, ce que je voulais dire par rapport à l'analyse, euh, donc je pense que je pense que j'ai fait le tour. Nous allons maintenant à la conclusion. La conclusion, c'est de ramener son hypothèse et de donner sa réponse. L'hypothèse suivie de la réponse. Mais vous n'allez pas dire la réponse, là, vous n'allez pas parler de votre hypothèse et ensuite réponse de petits points. Là. Vous allez quand même formuler, faire une phrase, faire deux phrases, peut-être deux phrases, vous parlez de l'hypothèse et ensuite vous donnez la réponse. Mais ça va être quand même un texte qui se suit. Alors, vous aviez dit, d'après mon hypothèse, j'avais affirmé que la relation entre la masse et le poids d'un corps serait directement proportionnelle. C'est-à-dire que si la masse augmente, le poids augmente lui aussi. Mon hypothèse s'est avérée vraie. Elle aurait pu, en passant, si mon hypothèse avait été fausse, elle n'est pas changé votre hypothèse. L'hypothèse aurait pu être fausse. C'est pas grave, ça ne vous enlève pas de points, là. En effet, dans le graphique, nous obtenons une droite ascendante dont la pente est de 9,8 newtons par kilogramme. La relation, donc c'est important de parler du graphique. Donc, on donne la réponse, mais en appuyant avec le graphique. Donc, la relation entre la masse et le poids d'un corps est directement proportionnelle et elle se traduit de la façon suivante. Donc, ce n'est pas dans tous les cas où vous allez donner une formule qui relie les deux variables entre elles. Alors, en espérant que cet exemple-là d'examen, pas d'examen, mais de rapport de laboratoire, peut vous aider. J'espère qu'il peut vous aider. Sinon, si vous avez des questions, vous pouvez les poser sur le Facebook Patiosciences. Je donnerai plus tard un autre exemple avec plus peut-être chimique, donc pour voir de quelle façon, avec une valeur calculée en fait, et non une valeur et non une relation à trouver entre deux variables.